Localisé en Mésopotamie septentrionale, dans la moyenne vallée de la rivière Rabour, en Syrie, le site de Tel Atige est daté de l'âge du Bronze ancien, de la période Ninive V, de 2800 à 2500 avant Jésus-Christ. Une mission de l'Université Laval, dirigée par l'archéologue Michel Fortin, a effectué 5 campagnes de fouilles sur ce site de 1986 à 1993. Outre des structures architecturales, une grande quantité d'artefacts ont été découverts. Des objets en céramique, en terre cuite, en pierre polie, en bronze, et environ 4000 objets en pierre taillée. Depuis 1993, les recherches que nous menons sur ces outils en pierre taillée ont permis de faire ressortir leur rôle très particulier. C'est en 1930, dans la grotte palestinienne d'Et Taouamine, que l'archéologue français Neuville fit la découverte des premières lames cananéennes. Ce type d'outil silex, totalement inconnu à l'époque, se présente sous la forme de longues lames régulières. La morphologie de ces pièces, c'est-à-dire leurs dimensions régulières, leur section trapézoïdale et leur profil rectiligne, témoignent d'un surprenant état de standardisation. La plupart des lames cananéennes présentent également des indices d'utilisation intensive. En effet, leurs bords tranchants sont lustrés. Toutefois, à l'époque, ce qui intrigua le plus les chercheurs ne fut pas la forme de ces outils, mais plutôt leur datation. En effet, ces lames provenaient d'un niveau archéologique daté du début de la période historique, c'est-à-dire de l'âge du Bronze ancien, environ 2800 avant Jésus-Christ, période durant laquelle les spécialistes avaient toujours considéré que ce type de matériel ne jouait plus aucun rôle. En raison de leur origine géographique, Neuville attribua donc le nom de lame cananéenne à ces outils de pierre postérieurs à l'âge de la pierre, et en l'absence d'expertise pour en faire l'analyse, on présuma qu'il s'agissait de lames de fossiles. Dans les années qui suivirent, des milliers de lames cananéennes furent exhumées dans le cadre des nombreuses fouilles archéologiques qui se déroulèrent aux 4 coins du Proche-Orient. Ainsi, des lames cananéennes datées du Chalcolithique et de l'âge du Bronze ancien furent découvertes en Turquie, en Syrie, en Irak, en Israël et Palestine, au Liban, en Jordanie et même en Égypte. Malgré l'absence totale de preuves scientifiques, la croyance voulant que ces lames étaient des éléments de fossiles se perpétua. Pourtant, aucune étude systématique de ce matériel n'avait été faite pour le prouver. La technologie ayant permis d'obtenir ces superbes pièces, de même que leurs fonctions véritables, demeurèrent donc inconnues durant plus de 50 ans. Depuis 1993, nous avons travaillé à bâtir une expertise spécialement adaptée à ces outils en pierre afin de comprendre leur rôle dans la vie quotidienne, le rôle qu'ils ont joué dans la vie des gens qui les fabriquèrent, les échangèrent. Ces lames cananéennes fragmentées ou tronçonnées de Koutan en Irak, de Kashkashuk en Syrie et de Tel Atige et Tel Gudeda en Syrie se ressemblent beaucoup. Presque toutes ont des traces de lustre sur un bord, ce qui nous renseigne sur leur utilisation. On remarque aussi que beaucoup portent des traces de résidus, parfois très importantes, de bitume sur le bord opposé au tranchant lustré. Ce bitume nous indique que les lames n'ont pas été utilisées telles quelles, mais qu'elles ont été collées dans un manche ou dans un autre type d'instrument. En voyant le lustre, beaucoup d'archéologues ont proposé que ces lames composaient des tranchants de fossiles. Mais il y a des problèmes avec cette hypothèse. Un problème est la nature des traces d'utilisation elles-mêmes. Des années d'expérience ont montré que nous pouvons déterminer la fonction véritable de telles lames en regardant les bords lustrés sous le microscope. On y voit des traces d'utilisation caractéristiques de la friction de la lame contre la matière travaillée. Et elles permettent souvent de faire des distinctions assez précises entre les matières contactées et de déduire le mode de travail de l'outil. Les traces typiques de la moisson à la faucille sont lisses,
plane et brillante, avec de minuscules stries créées par le glissement de petites particules de terre. Il n'y a pas d'arrachage de graines de la surface du silex. Alors on a posé l'hypothèse que ces lames cananiennes ont servi dans des fossiles. Mais l'image ici à l'écran, qui montre les traces sur une lame de tératide, contredit l'hypothèse de la moisson. Si elle avait servi dans une faucille, les traces devraient paraître toutes lisses avec de fines stries. Or, les traces que nous voyons sur cette lame, comme sur les autres lames cananiennes, ont des zones foncées de gros arrachages de la surface du silex, un peu en forme de comète. On voit que le travail de la lame a créé une texture abrasée et rugueuse. Ces traces ne paraissent pas brillantes et planes, comme les traces typiques des outils qui ont moissonné les céréales. Les traces sur ces deux lames, comme sur des centaines d'autres éléments cananiens que nous avons examinés sous le microscope, ressemblent non pas à des traces sur des fossiles, mais à des traces sur les éléments de tribulum. Mais ces éléments de lame de l'âge de bronze sont bien grands. Le tribulum traditionnel, connu aujourd'hui, consiste normalement en une planche avec de petites rainures creusées sur le dessous, dans lesquelles sont insérés de nombreux petits éléments en silex. Le bois était rare en Mésopotamie. Ils ont pris ce qu'il y avait sur place. Bon, quel était le bois qui était sur place? C'était le peuplier, c'était le saule, des poutrelles qui étaient assemblées avec les liens en cuir, c'est-à-dire on faisait des encoches dans ces poutrelles, on les mettait ensemble, on insérait dans les interstices entre les poutrelles les pierres, c'est-à-dire les dents, comme ils disent dans les textes, qui étaient sans doute des silex, hein, et qui étaient maintenus en place par le bitume. Nous avons des attestations véritables dans les textes à partir de 2500 avant notre ère jusqu'au début du deuxième millénaire. Cet instrument était donc pratiqué pour dépiquer les céréales sur l'aire de battage. Et on va donc expérimenter la mise en place des traces d'utilisation sur les lames d'après les deux cas de figure pour voir s'ils ressemblent aux anciennes. Voilà, c'est une petite surface qui travaille, mais la surface coupante est importante. On ne va pas mettre le poids d'une personne dessus, mais on va le laisser avec des pierres. Oui, c'était bon là. En travers. Il faut pas qu'il bouge. Hein. Et avec les bœufs qui traînaient le traîneau et qui tournaient en rond constamment, on arrivait à dépiquer les céréales. Chaque domaine avait une aire de battage, de dépiquage, où on rassemblait après la moisson.